Il est 13 h en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition. Le président Alassane Ouattara a pris part hier à Accra, au Ghana, à un sommet extraordinaire de la CEDEAO. La rencontre a porté sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, mais aussi au Mali et en Guinée, trois pays théâtres de coups d'État. D'un ton toujours plus ferme, les chefs d'État ont réaffirmé leur désaccord avec les auteurs de coups de force. Nous sommes le 4 février et ce vendredi, l'OMS et l'Union internationale contre le cancer célèbrent la 22e journée mondiale de lutte contre le cancer, une journée pour faire la lumière sur la pathologie, indiquer les comportements à adopter et définir l'état des lieux de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Vous entendrez le message du gouvernement. Le rêve des lions s'est dissipé, leur rugissement n'a pas fait trembler les pharaons. Battus au bout de la soirée par l'Égypte, hier en demi-finale de la CAN, c'est une douche froide pour les lions indomptables, une totale désillusion. Leur rêve de remporter ce titre sur leur terre s'est donc effondré après une séance de tir au but pénible. Avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara est arrivé hier soir à Addis Abeba, en Éthiopie, pour le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui se tiendra les 5 et 6 février 2022 et qui abordera plusieurs thématiques, notamment les questions de paix, de sécurité, la transition énergétique ainsi que la production de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain. En marge de la rencontre, le président de la République aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. C'est du Ghana que le président Alassane Ouattara a pris le vol pour l'Éthiopie. Le Ghana où il a pris part hier à un sommet extraordinaire de la CEDEAO. La rencontre a porté sur la situation socio-politique au Burkina Faso, mais aussi au Mali et en Guinée. Les chefs d'État de l'instance sous-régionale réaffirment leur volonté d'en finir avec les accessions au pouvoir par les armes au sein de l'espace CEDEAO. Jérôme Kofi Abolin. Un autre sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Rencontre tenue ce jeudi 3 février 2022 dans la capitale ghanéenne sous la direction du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sommet consacré en priorité au dossier du Burkina, dernier pays de la sous-région à être sous le coup d'un putsch militaire. Devant ses pairs présents à Accra, Nana Akufo-Addo indique que la situation du Burkina Faso, aussi préoccupante que celle de la Guinée et du Mali, impose à la communauté d'appliquer la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par les armes. D'où la nécessité pour la CEDEAO de faire en sorte que l'ordre constitutionnel revienne rapidement à Ouagadougou, Conakry et Bamako. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est au nombre des chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne. Au terme de cette session, le chef de l'État ivoirien a quitté Accra pour Addis Abeba en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara, dans la capitale éthiopienne, va prendre part les 5 et 6 février 2022 au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, il faut savoir qu'aucune nouvelle sanction n'a été prononcée contre le Burkina Faso. L'information a été confirmée par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a, semble-t-il, donné des gages pour un retour à une vie constitutionnelle normale dans son pays et en remettant en place la constitution dissoute dès l'annonce du putsch, il a engrangé des points. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité cette semaine, c'était la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, des corps constitués au chef de l'État, une cérémonie qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République. C'était mercredi dernier. Étaient présents les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des différentes institutions de la République et des différentes juridictions, les autorités déconcentrées et les représentants des partis politiques, les chefs traditionnels et guides religieux, les FDS dans toutes leurs composantes. Et c'est justement cette dernière étape avec les forces de défense et de sécurité qu'Herman Guivet nous fait revivre maintenant.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vos forces sont en ordre et aux ordres. Des mots du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbia, qui traduisent l'engagement des forces armées de Côte d'Ivoire à continuer de servir la nation dans un esprit républicain. Pour cette cérémonie de vœux au chef de l'État, Alassane Ouattara, tous les corps d'armée ont répondu présents, faisant un bref bilan des actions engagées par les forces armées de Côte d'Ivoire et des récentes nominations opérées au sein de l'armée. L'année précédente, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, s'est réjoui des résultats obtenus grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité seront engagées aux côtés du gouvernement et des populations dans toutes les options qu'il vous plaira d'explorer. Nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire. Même s'il nous arrivait de prendre un coup, soyez assurés que nous avons appris à le faire sans perdre notre capacité à en donner. Je voudrais respectueusement vous remercier pour l'intérêt constant que vous portez aux préoccupations qui sont les nôtres et tous les efforts consentis pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Quant à nos perspectives opérationnelles pour cette année, elles tiennent globalement à la poursuite des efforts d'accroissement des capacités, tant en ressources humaines qu'en équipement et matériel, pour être à même de faire face à toutes sortes de menaces, d'où qu'elles viennent. Au nom de toutes les forces, je voudrais vous réitérer notre détermination et notre engagement à garantir la sécurité des institutions, des populations et des biens, conformément aux priorités de votre gouvernement, sans esprit de recul ou de reniement. Le président Ouattara, chef suprême des armées, a invité ces hommes à rester constants dans les efforts accomplis. La nation ivoirienne vous est reconnaissante pour le sacrifice que vous consentez au quotidien pour maintenir ce havre de paix et de quiétude. À ma qualité de chef suprême des armées, j'apprécie pleinement le sens et la portée de votre engagement, résumé par les notions de discipline, de patriotisme, d'honneur et de valeur. Engagement essentiel à la vie de la nation. Je félicite le chef d'état-major général des armées, ainsi que tous les chefs des grands commandements qui ont su imprimer cet élan de professionnalisme. Je voudrais, par la même occasion, adresser mes vives félicitations à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi qu'à ses collègues de la Sécurité et des Eaux et Forêts, pour leur détermination et leur efficacité à la tête des forces de défense et de sécurité. Officiers généraux, officiers supérieurs, l'année 2022 s'ouvre dans un contexte de bouleversement sous-régional. Sur ce point, je salue votre esprit d'anticipation, ainsi que les réponses graduées et adaptées que vous avez su apporter. Au plan de la sécurité intérieure, les défis seront accrus dans un contexte de changement climatique entraînant l'action néfaste de l'homme sur l'environnement. Ici également, il s'agira de proposer des réponses fermes et pérennes afin de laisser en héritage un environnement propice aux générations futures. J'attends donc de chacun de vous, à quelque niveau que ce soit, de chaque chef, de chaque responsable, de chaque commandant d'unité, chaque chef de service ou chef de corps, chacun des personnels des forces de défense et de sécurité, que vous fassiez en sorte de garder le cap et de le porter encore plus haut. Les capacités matérielles de l'armée seront renforcées sur le terrain afin que son action soit plus efficace. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, fier de ses hommes, leur a exprimé toute sa satisfaction pour la sécurisation du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris beaucoup de plaisir à se laisser bercer.
par la musique de la garde républicaine. On va à présent écouter quelques réactions de participants à cette rencontre d'échange de vœux entre le chef de l'État et les forces de défense et sécurité. Le président de la République, à l'occasion de la présentation des vœux des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, a été rassuré par ces forces de leur engagement à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit protégée. Et nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité pour remplir de façon convenable leur mission. Je voudrais, à la suite du président de la République, féliciter nos forces de défense et de sécurité qui abattent un travail énorme quotidiennement au risque de leur vie. Et ce sont des choses qu'il faut souligner. Et je voudrais que toutes les forces de défense et de sécurité puissent bénéficier du soutien des populations vivant en Côte d'Ivoire. Cela est très important. Le message que j'ai pour les populations, c'est de leur dire que l'État veille à faire en sorte que la sécurité soit garantie pour tout le monde, tous ceux qui vivent sur notre territoire. Les forces de sécurité, dans leur ensemble, ils sont engagés, avec, comme je l'ai dit, le soutien du chef de l'État. Nous veillons au quotidien pour que notre Côte d'Ivoire soit en paix, afin que la politique de développement que le président de la République conduit puisse être menée à terme. Nous demandons aux populations d'apporter leur contribution aux forces de sécurité dans l'exercice de leur mission. Parce que c'est ensemble que nous allons parvenir à maintenir notre Côte d'Ivoire dans la paix. Les relations armée-nation sont notre plus grande préoccupation parce que les populations sont nos partenaires dans la mission que nous conduisons. Vous avez pu entendre le ministre d'État, ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. La société civile et le secteur privé étaient aussi représentés au palais de la présidence de la République pour cette cérémonie de vœux de Nouvel An. On retourne donc au palais de la présidence, cette fois avec Mahama Traoré. 6,5% de taux de croissance en 2021 contre seulement 2% en 2020. Ces données traduisant la reprise économique dans le contexte persistant de la pandémie de Covid-19 ont essentiellement dominé les échanges de vœux entre le chef de l'État et les représentants de la société civile, du secteur privé, des organisations syndicales de défense des droits de l'homme et des dirigeants d'entreprises publiques. En leur nom, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire félicite l'exécutif pour sa gestion efficiente de la crise sanitaire. Jean-Marie Aka exhorte aussi l'État à davantage renforcer son partenariat avec le secteur privé. Monsieur le Président de la République, dans le registre des perspectives, nous formulons le vœu que ces différents espoirs suscités au cours de l'année 2021 se concrétisent effectivement en 2022 avec la mise en place, de concert avec le secteur privé, des mécanismes efficaces pour soutenir nos champions nationaux, relancer l'industrialisation de notre pays et réussir la transformation structurelle de notre économie. En cette année qui devrait voir la consolidation d'une croissance vigoureuse, le soutien de l'État aux entreprises devra être plus décisif et se traduire, nous l'espérons, par des plans d'action concrets en vue d'atteindre les résultats escomptés, notamment en termes d'amélioration continue du climat des affaires, de création de richesses et d'emplois, dont les effets se répercuteront aussi bien sur les entreprises que sur l'ensemble de la société civile ivoirienne. En réponse à cette doléance, le président Alassane Ouattara exhorte le secteur privé à souscrire aux lignes de crédit prévues par le plan de soutien économique en riposte à la Covid-19. Il rassure également sur sa détermination à promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur public. Pour moi, le secteur privé est pour le gouvernement le moteur de tout processus efficient de développement. La raison pour laquelle la problématique du développement du secteur privé est en permanence au cœur de nos stratégies de développement, notamment de notre vision d'une Côte d'Ivoire solidaire et notre vision de Côte d'Ivoire 2030.
et de notre plan de développement 2021-2025. Nous avons ainsi tout au long de l'année écoulée poursuivi nos réformes en vue de créer un environnement favorable à l'éclosion du secteur privé et surtout, comme vous l'avez souligné, notre volonté d'avoir des champions nationaux. Mais cela dépend surtout de vous, car le gouvernement a prévu tous les mécanismes et les financements nécessaires pour soutenir cette volonté. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la bonne gouvernance veut dire également l'équité dans l'examen des sociétés et surtout la nécessité de travailler à améliorer les défaillances et à faire en sorte que les entreprises publiques contribuent à la croissance et à l'emploi dans notre pays. Pour 2022, le gouvernement prévoit un taux de croissance de 7%. Et on ne va pas déroger à la règle, on va y retourner pour suivre quelques réactions de participants. De par ma voix, les imprimeurs souhaitent une meilleure année au président de la République, santé surtout sans laquelle on ne peut rien faire. Et puis maintenant, quand on est en santé, on peut être à l'écoute des doléances des imprimeurs de Côte d'Ivoire. L'adéquation entre la formation et l'emploi doit être une réalité, de sorte que justement, on puisse offrir au secteur privé tout ce dont ils ont besoin pour le bien-être de nos populations, pour le bien-être de l'économie ivoirienne. Nous souhaitons également que les choses se déroulent bien pour que nos entreprises puissent prospérer et contribuer au développement économique de notre pays. Après avoir passé une année aussi difficile avec les pandémies, je pense que la renaissance est au rendez-vous. Il y a eu des réformes audacieuses, mais nous attendons encore, parce que nous savons que ce secteur agricole, si les problématiques sont adressées, c'est le moteur de la croissance à la vérité de notre pays. La paix sociale est établie, l'économie de la Côte d'Ivoire a redémarré et les encouragements sont faits partout pour que les dirigeants que nous sommes, nous puissions être à la hauteur de l'attente que le pays nous a confiée. La Côte d'Ivoire, comme l'a dit le président de la République, va avoir une croissance économique de 7% environ. Et pour y arriver, il faudrait que l'ensemble des acteurs économiques, notamment le secteur privé et aussi les sociétés d'État, travaillent d'arrache-pied pour atteindre cette croissance voulue par le président de la République. Voilà pour la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Direction à présent à la primature, à quelques encablures du palais de la présidence de la République. Hier, le Premier ministre y a reçu le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'hôte de Patrick n'est pas arrivé les mains vides. Il avait avec lui le mémorandum de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Et la bonne nouvelle, c'est que la Côte d'Ivoire enregistre une importante marge de progression dans la mise en œuvre des politiques d'intégration sous-régionale. L'UEMOA veut donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration sous-régionale. Pour atteindre ces objectifs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a instauré une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires en vue d'examiner les niveaux d'exécution et mesurer l'impact des réalisations portées par l'Union au sein des pays membres. L'exercice qui en est à sa 7e revue connaît des résultats satisfaisants. La Côte d'Ivoire est un pays performant, avec un taux global d'exécution de plus de 82%. Ce qui rend cela encore plus important, c'est que ces résultats ont été obtenus dans des domaines clés de l'intégration. Nous parlons de marché public, nous parlons de contre le blanchiment, nous parlons de surveillance multilatérale, nous parlons de cadre harmonisé des finances publiques. Et dans tous ces domaines-là, la Côte d'Ivoire a affiché des résultats très satisfaisants. Et cela est d'autant plus important pour nous que c'est le pays leader économique de l'Union. Donc si le pays leader économique de l'Union s'engage aussi fortement en matière de réformes communautaires, je pense que cela fera tache d'huile pour pousser les autres États à aller plus en avant dans le processus d'intégration.
Les résultats issus des travaux conduits par les experts de l'institution et du gouvernement en novembre dernier sont appuyés de recommandations bien notées par le gouvernement ivoirien qui salue les progrès enregistrés par le pays. Des avancées majeures ont été réalisées par notre Union au cours des dernières années, notamment en matière de solidarité entre nos peuples, de création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Toutefois, il subsiste quelques défis majeurs auxquels notre Union devra faire face. Il s'agit notamment du faible taux d'échange intracommunautaire dans l'Union, qui est d'environ 16% sur la période 2015-2019, de la persistance des entraves, certaines d'entre elles, à la liberté de circulation et au droit d'établissement dans les différents pays membres, de l'existence de distorsions en matière de concurrence et en particulier d'entraves à l'accès au marché dans certains États, du défi sécuritaire au niveau de la sous-région et de l'employabilité des jeunes dans notre Union. Le chômage des jeunes est encore important et nos différents pays doivent proposer des solutions idoines à cette problématique qui reste intimement liée au défi de l'insécurité et du terrorisme dans notre espace. Le mémorandum des travaux a été remis au Premier ministre Patrick Achi. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Les décisions prises par la CEDEAO font souvent l'objet de polémiques. On reproche à l'instance sous-régionale de faire du un poids, deux mesures et les critiques fusent tous azimuts. Le Burkina Faso, par exemple, on vient de l'évoquer, échappe à des sanctions, tandis que le Mali n'a pas cette chance. Le pays bénéficie d'un tout autre traitement. Le service politique s'est penché sur la question. Le sujet est signé Éric Gorémy. 9 janvier 2022, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Accra, au Ghana, en sommet extraordinaire. Des sanctions tombent contre la junte malienne au pouvoir, fermeture des frontières terrestres et aériennes au sein de l'espace régional, suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité, gel des avoirs auprès de la BCEAO, entre autres. Ces sanctions sont prises à la suite du refus de la junte malienne de respecter le calendrier arrêté pour les élections démocratiques. Dans un communiqué lu par Aboulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la Transition, il est question d'organiser les élections dans 5 ans. Décision qui viole les principes et règles de la CEDEAO. Il faut que les États soient suffisamment responsables. Lorsqu'il y a une situation qui intervient dans un État comme le Mali, signataire de ce protocole, de cette décision, des protocoles de Lomé additionnel de Dakar, dont le contenu est connu, lorsque vous avez ratifié de telles dispositions, il vous appartient d'expliquer aux populations. Il y a un coup d'État, il y a des intellectuels au Mali, il y a des professeurs d'université, il y a de grands juristes de renom. Mais pourquoi on n'explique pas aux Maliens que ce que la CEDEAO est en train de faire relève de son obligation institutionnelle? Pourquoi on ne l'explique pas? Ces sanctions de la CEDEAO contre la junte militaire au pouvoir soulèvent beaucoup de controverses et de passions. La CEDEAO vient d'infliger des sanctions lourdes, fortes au peuple malien. Nous nous sommes inquiétés. Nous avons demandé, mais avant d'infliger ces sanctions-là, est-ce que les chefs d'État et de gouvernement ont pensé au peuple malien? Est-ce qu'ils ont pensé aux effets collatéraux? Et pourtant, cette posture de la CEDEAO a pour objectif d'envoyer un signal fort, selon Maître Aboulaye Meïté, avocat à la Cour. Quand il y a ratification de traités, justement, l'État est en train de dire que les décisions qui sont prises dans le cadre du fonctionnement de ces organisations intègrent son champ légal. C'est le Mali qui a décidé que si d'aventure le pays, le Mali lui-même, avait des attitudes nature effectivement à rompre et à contrevenir aux principes démocratiques, le Mali a autorisé la CEDEAO à prendre en son encontre de telles sanctions.
Réunis au sein de l'hémicycle pour les travaux en commission, des députés ivoiriens recevant le ministre délégué chargé de l'intégration africaine ont abordé le sujet. Ce que nous craignons, c'est que ces sanctions-là ne tombent pas sur la population malienne. La population malienne, il y a même une ONG norvégienne qui disait que déjà, il y a des problèmes. Cette ONG norvégienne dit qu'il y a des problèmes au niveau des populations locales parce que cette ONG n'arrive plus à avoir les produits de première nécessité. Les produits de première nécessité ne font pas partie des différents embargos. Un homme averti, le diplomate s'est expliqué en s'appuyant sur ce que disent les tests. On sait très bien qu'il y avait des négociations qui étaient engagées. La même junte s'est engagée pour 18 mois et revient sur ces 18 mois d'abord un autre coup d'État dans le coup d'État et ensuite, à l'issue des 18 mois, veut prolonger la transition jusqu'à quasiment 2026, c'est-à-dire veut un mandat illégal qui est contre tous les tests internationaux. Dans ces cas-là, il y a automatiquement des sanctions qui sont prévues et ces sanctions ont été appliquées. On ne peut pas reprocher à la CEDEAO d'appliquer ses propres tests. Très clairement, ces sanctions sont prises pour faire pression sur le régime en place à Bamako pour parvenir à un consensus avec la CEDEAO afin que ce pays frère puisse sortir très rapidement de cette impasse. C'est à notre corps défendant que nous avons pris ces sanctions au niveau de la CEDEAO à Accra. En dépit de ces sanctions infligées contre les militaires au Mali, un autre coup d'État a eu lieu le 23 janvier au Burkina Faso, renversant Roch Marc Christian Kaboré. Ce coup d'État est condamné par la CEDEAO, par l'Union européenne et par l'ONU. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les décisions de l'instance à l'encontre du Mali vues à la loupe, un document signé Eric Gorebi Ngata Kwame. La lutte contre le coronavirus se poursuit. Hier, jeudi, le ministère de la Santé a enregistré 21 nouveaux cas de Covid et un décès supplémentaire, un décès de trop, ce qui fait aujourd'hui un total de 786 morts et 1639 cas actifs pour 80 821 cas confirmés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. La lutte contre le virus se poursuit donc et nous allons y arriver si nous continuons d'appliquer les gestes barrières, notamment le port du masque et si nous nous faisons vacciner. En 2 ans, le coronavirus a tué 5,7 millions de personnes à travers la planète. Mais chaque année, le cancer en tue environ 10 millions. Le cancer qui est la 2e cause de mortalité dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Ce vendredi, l'on célèbre la Journée mondiale de lutte contre le cancer, une journée consacrée à la prévention, la détection, la lutte contre la stigmatisation et le traitement du cancer. On écoute le message du gouvernement. Pour des soins plus justes, c'est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le cancer de cette année 2022. Il relève les inégalités dans les soins contre la maladie cancéreuse et appelle les pouvoirs publics à s'engager pour une véritable égalité des soins. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le cancer demeure une source d'inquiétude avec 17 300 nouveaux cas et 11 760 décès enregistrés au cours de l'année 2020. Le cancer du sein se place au premier rang avec 3 306 nouveaux cas, suivi des cancers de la prostate avec 757 cas, du col de l'utérus avec 2067 cas, du foie avec 1136 cas et du côlon du rectum avec 951 nouveaux cas enregistrés. Le cancer, objet d'attention et d'engagement à la fois individuel et collectif. Plus d'un tiers de cette pathologie peuvent être évités grâce à une hygiène de vie. Le cancer du foie et celui du col de l'utérus notamment peuvent être prévenus grâce à la vaccination respectivement l'hépatite B et le papillome humain.
D'autres types de cancers identifiés précocement peuvent être traités avec réussite et à coût réduit. Et dans le cadre de la lutte, plus de 160 sites de dépistage du cancer du col de l'utérus ont été installés, tout comme le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, fonctionnel depuis 2018. La mise en place de 2 unités de prise en charge du cancer de l'enfant et la construction prochaine d'un centre régional de traitement du cancer à Bassam. Le cancer est un enjeu majeur de santé publique. Il nous reste encore des efforts à faire au vu des objectifs définis par l'Organisation mondiale de la santé. À travers l'engagement personnel et collectif, associé aux efforts de l'État et des partenaires nationaux et internationaux, nous restons confiants sur le fait que nous pouvons ensemble réussir la lutte contre le cancer. À la population jeune non plus exposée au cancer, le ministre de la Santé demande d'adopter des mesures de prévention et le dépistage précoce afin de réduire l'impact de cette maladie. La Journée mondiale contre le cancer 2022 marque la première année d'une nouvelle campagne de 3 ans centrée sur la question de l'équité et l'égalité. Les propos du ministre de la Santé ont été recueillis par Eugène Atoubé et Zakaria Traoré. La CAN 2021 tire à sa fin. L'affiche de l'ultime match est connue. Dimanche 6 février, ce sont les Pharaons qui défieront le Sénégal en finale. Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte assomme le Cameroun. Au terme d'un match longtemps indécis hier soir à Yaoundé, les Égyptiens se sont imposés en demi-finale contre le pays organisateur, 3 tirs au but à 1. Arsène Kouassi, RTI Sport. Depuis la tribune officielle, Samuel Eto'o-Fils a pu assister à l'élimination de l'équipe du Cameroun. Opposés à l'Égypte pour une place en finale, les Lions indomptables dominent outrageusement la première période sans pour autant se montrer efficaces. Bousculés, les Pharaons tentent d'apporter la riposte en seconde période, mais Mohamed Salah est mis en échec par le gardien camerounais, André Onana. Une alerte que les Camerounais prennent au sérieux, incarnée par la tentative du Lyonnais. Malgré la bonne volonté des joueurs camerounais, le score en reste là, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement du match arrive. Plus adroit, les Pharaons l'emportent 3-1. Un succès qui permet à l'Égypte de rejoindre le Sénégal en finale. Les Lions indomptables ne réaliseront pas l'objectif qu'ils s'étaient fixé, à savoir un sacre à domicile. Ils ont été domptés par l'Égypte, qui a donc rendez-vous dimanche en finale. Ambiance au Caire, après cette victoire, c'est avec Cheikh Koné Aboubakar. Coups de klaxon, cris, chants, les Égyptiens ont laissé éclater leur joie après la victoire des Pharaons à la CAN 2022 face au Cameroun ce jeudi 3 février. Si la célèbre place Tahrir, habituellement bondée de monde en pareille occasion, était déserte, la rue voisine Mohandesine était noire de monde. Minuit 30, heure locale. Femmes, enfants, vieillards et jeunes étaient ivres de joie. La nuit fut longue pour les Kairois et Kairoises en attendant le sacre de ce dimanche face aux Lions de la Teranga. Dimanche, la grande finale donc, mais avant, le match pour la 3e place se jouera demain samedi. Une chance accordée au Cameroun de laver son nom, de laver son image. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain.